Bonjour. Bonjour Éric Braque de La Perrière. Bonjour. Donc on a dit, vous êtes directeur général d'Éco-Emballage depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Auparavant, vous avez donc été communicant, consultant, mais aussi militaire. Rien donc qui vous prédestinait à tomber dans les emballages. Mais visiblement, ça vous plaît puisque vous avez rempli là pour 3 ans. Donc vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Et d'abord, nous expliquer ce que vous faites ici dans un colloque sur l'économie positive, puisque ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Éco-emballage en 2 mots, donc c'est un éco-organisme. C'est même le premier éco-organisme français qui a été créé il y a 20 ans. Depuis, il s'en est créé toute une flopée, une petite dizaine. Mais Éco-emballage, c'était donc le premier. Et pour résumer grossièrement, bien entendu, c'est une entreprise qui fédère tous les emballeurs, ou presque, et contribue au financement de la collecte et du recyclage des emballages usagés. Nous allons en parler et au-delà de cet exemple, voir en quoi ça peut être utile à la réflexion sur l'économie positive. Mais avant, j'aimerais vous poser une petite question. Nous venons d'entendre beaucoup de reportages d'entrepreneurs qui ont travaillé sur l'environnement. Et on a parlé de déchets, on a parlé de toilettes. Vous allez nous parler d'emballage. Demain, on parlera de l'épopée du docteur Patak qui s'est aussi attaqué aux toilettes. C'est à se demander si c'est vraiment aussi propre que ça, l'économie positive. Et surtout si c'est un hasard. Est-ce que c'est vraiment un hasard que beaucoup de gens dans ce créneau de l'économie s'intéressent aux déchets ? Je ne crois pas que ce soit un hasard, parce qu'en fait, si je regarde les valeurs, les principes de l'écologie, de l'économie positive, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et dans les déchets, en tout cas, et peut-être ailleurs, on se rend compte que toutes les solutions ne sont pas encore trouvées. On l'a vu tout à l'heure, clairement pas encore toutes trouvées. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de déchets. La troisième chose, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. La quatrième chose, c'est que le consommateur, l'habitant, eh ben, on le voit, il est prêt à s'investir et il sanctionne maintenant, je dirais, si on ne trouve pas de solution. Et quand je regarde l'ensemble de ça, ben, finalement, ça fait que c'est un sujet complexe et c'est aussi un sujet multi-acteurs. Et je crois que quand je retrouve les principes de l'économie positive, eh ben, finalement, je crois qu'il y a une solution, ou en tout cas des solutions qui peuvent venir de là, parce que ça gère bien ce type de complexité. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'effectivement les déchets sont présents. Puis vous m'avez interrogé sur le fait pourquoi je suis là. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai eu énormément de plaisir à être là, parce que il y a une énergie, une très belle énergie. J'ai tout à l'heure un vrai plaisir à entendre Jack Sim. Et ça donne envie d'y participer, ça donne envie de financer, ça donne envie de tout faire avec ce type d'initiative. Voilà. Alors, si la saleté, même la saleté, ça peut être rentable, ça peut créer de la richesse, ça peut créer de la valeur, ça tombe bien, puisque c'est une ressource assez inépuisable, malheureusement. Mais il y a quand même quelques conditions. Et ces conditions, vous allez pouvoir nous en parler, Éric Braque de La Perrière, puisque votre entreprise, puisque c'est une entreprise, a pour but de créer de la valeur à partir de ça. Alors, justement, on vous connaît mal. Vous êtes une entreprise. Vous n'êtes pas une ONG, vous n'êtes pas un organisme d'État. Vous êtes une vraie entreprise. Oui, on est une SA avec quelques particularités. Alors, il faut peut-être raconter l'histoire de comment tout ça est venu. Il y a d'abord eu 2 hommes, Antoine Riboud et Jean-Louis Beffa, qui ont, en tant qu'entrepreneurs, et notamment pour Antoine Riboud dans la grande consommation, observé très clairement ce qui se passait en Europe en 92, dans les années 90. Et là, c'était vraiment le point d'observation particulier, c'était l'Allemagne et tout ce qui était mis en œuvre en Allemagne. Et donc, ils ont vu que finalement, la problématique des déchets, mais surtout la problématique de la fin de vie de leurs emballages, qu'est-ce qui se passe après avoir séparé l'emballage du produit, était un sujet qui les intéressait et qu'il fallait absolument, regarder précisément. Et c'est là où c'était intéressant, c'est qu'ils ont produit un rapport à destiné à l'État comme public. Et finalement, l'État, derrière, a réussi à donner un cadre juridique, et je crois que c'est très important dans les travaux qui nous occupent, visionnaire, en disant, voilà, cette responsabilité, ça ne va pas être qu'une contrainte pour les entreprises, on ne va pas leur demander de s'émanciper uniquement en payant, mais on leur donne la responsabilité. Donc, ils la portent. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire de ne pas délocaliser le paiement de l'action opérationnelle. Essayer de la rapprocher au contraire. Et donc, ça a donné lieu à un groupe d'entreprises. La décision ensuite, une loi d'abord, on est d'accord. Donc, la création d'une société anonyme. Cette société anonyme, elle a 2 particularités. La première, c'est qu'elle ne paye pas de dividendes. D'accord ? Elle reprend tout en charge en provision pour charges futures. Ces provisions-là ne sont pas fiscalisées.
Et donc, en fait, à chaque fois, chaque année, en fait, on fait des provisions et on les réinvestit dedans. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, et c'est là c'est un point intéressant pour les entreprises, c'est que Ribou et toute cette bande de personnes qui se sont attelées au sujet, ils se sont dit finalement, on ne va pas créer plusieurs sociétés, on ne va pas créer plusieurs manières de faire, on va tous se mettre en coopération à l'intérieur de cette entreprise et on va laisser nos, entre guillemets, compétitions à la porte. Et ce n'était pas rien parce qu'il s'agissait des industriels, il s'agissait aussi des distributeurs qui ne sont pas forcément tout le temps d'accord, il s'agissait des recycleurs qui sont une culture mais complètement différente des deux premiers, et il s'agissait aussi des associations, etc. Donc en fait, il y a eu un rassemblement, faire ensemble. Voilà la particularité de cette entreprise. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche, parce que depuis, il y a eu 40 millions de tonnes qui ont été recyclées. Alors, il y a plein de trous dans la raquette encore, mais globalement, ça marche. Et petit à petit, ce qui a été mis en place, c'est de donner aux consommateurs un moyen de ne pas polluer. La poubelle jaune, quand elle est là, au bon endroit, etc., elle vous permet de consommer et de ne pas polluer. Et je crois que ça a été quelque chose de très important, c'est que la responsabilité du producteur a été de donner un moyen et la pédagogie qui va avec pour faire en sorte qu'on pollue moins quand on consomme. Et ça a pris. Sans contrainte, ça a pris. Et puis, on arrive jusqu'à maintenant. Alors, sans contrainte, on voyait tout à l'heure l'exemple du Clean Up Day. Ouais. Je crois qu'ils ont calculé que pour que ça marche, il fallait au moins que 5% de la population se mobilise. Vous, dans votre profession, la mobilisation, elle concerne maintenant l'essentiel, je crois, de la profession, mais elle n'a pas été tout à fait volontaire. Il y a quand même eu derrière un aiguillon de la puissance publique. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Il y a eu un aiguillon sur les entreprises. Il y a eu un aiguillon aussi sur les, entre guillemets, les élus. Et puis, il y a eu, à un moment donné, des bonnes alliances. Et je crois que c'est ça qui est très important quand on réfléchit à ce type de modèle, c'est d'avoir quelque chose qu'on se partage à tous. Et ce qui se sont partagés à l'époque, c'était le souci d'efficacité. Je ne sais même pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais Éco-emballage ne paye... Vous savez qu'en fait, Éco-emballage prend la responsabilité des industriels qui investissent, eux, pour avoir des emballages recyclables. Ça marche parfois, parfois non. Mais globalement, ça marche. Ensuite, Éco-emballage paye, sous-traite la prestation privée, une prestation au public. C'est le privé qui sous-traite au public, aux collectivités locales. Ça, c'est une grosse innovation aussi, d'une certaine manière. Et les collectivités locales ne sont payées que si elles font des tonnes, que s'il y a du résultat. On ne paye rien d'autre que des résultats. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on paye? Des tonnes triées selon une certaine qualité, selon des standards. Hein. Et puis, on paye, bien sûr, des investissements pour faire en sorte qu'on recycle davantage. Voilà ce qu'on fait. Donc cette mutualisation, elle s'est faite sur des bases totalement assez innovantes. Et surtout, il y a eu un accord de passé. Cet accord, il perdure. Et donc je pense que le phénomène de durée, même s'il y a des confrontations extrêmement difficiles, hein, ce n'est pas tous les jours effectivement facile, mais globalement, cet accord-là qui a été pris entre quelques personnes, il a eu de la durée, il s'est éprouvé avec le temps. Et je crois qu'au final, ça permet de créer un peu plus de confiance, ou en tout cas la confiance qu'il faut pour pouvoir y arriver. Voilà. Alors, à la base, il y a quand même un business model qu'il a fallu créer de toutes pièces, puisque c'est l'objet un peu de l'économie positive, c'est de dire qu'on peut concilier l'intérêt général et la rentabilité. Si c'était si facile que ça, je pense que tout le monde le ferait spontanément. C'est pas si facile. Vous-même, vous le voyez tous les jours. Faire monter les taux de recyclage, ça se fait, mais très très progressivement. Il y a des difficultés. Comment on fait? Vous dites qu'il n'y a pas de tri s'il n'y a pas de débouchés. Mais les débouchés, au début, ils n'existaient pas. Donc, en fait, trouver de la rentabilité, concilier intérêt général et rentabilité, ça veut dire créer ces marchés. Oui, alors là, c'est un peu d'anticipation. Effectivement, au début, il y avait 13% de taux de recyclage dans ce pays. Ici en France, 13%, et c'était essentiellement du verre, qui a lui-même démarré en 1974, sous l'impulsion d'ailleurs de Paul Ricard. Et donc, et un gros partenariat avec la Ligue contre le cancer qui a très très bien fonctionné. Derrière ça, au début, 13% de recyclage, et effectivement, en fait, on mettait tout au trou à l'époque, hein, on appelait ça la décharge, et donc vous voyez, enfin moi je m'en rappelle, au bord des routes, il y avait des sacs en plastique partout, et on voyait vraiment tout le temps des décharges. Et on en voit encore malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il a fallu faire cet accord avec les collectivités locales, il a fallu investir.
Donc nous, on a apporté de l'argent qu'il fallait pour pouvoir séparer. La base même du métier et d'une des solutions, en tout cas pour l'environnement concernant les déchets ménagers, hein, qui pèsent 1% des déchets en général seulement, mais néanmoins ils sont très visibles, c'est ceux qui sont le plus visibles, c'est la séparation. Et d'arriver à séparer. Sinon, après, c'est impossible. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des solutions, il y a d'énormes décharges, et après ils essayent de les séparer, mais ça coûte beaucoup plus d'argent. Donc il a fallu créer des centres de tri. Il y en avait 0, il y en a 270 aujourd'hui. Il a fallu créer des filières ensuite. Parce qu'effectivement, pourquoi on trie? C'est parce qu'on recycle. S'il n'y a pas de débouché, ce n'est pas la peine de collecter et de trier. Et donc, ce qui a été fait, c'est que c'est un tissu de PME qui s'est créé. Aujourd'hui, il y en a entre 300 et 450 qui traitent de ce sujet-là, qui ont été créés avec, encore une fois, un engagement de durée. C'est-à-dire que pour créer une entreprise et un modèle, il faut être certain qu'on va avoir une démarche longue, au-delà des 2-3 ans. Donc nous, on s'est engagé sur une période beaucoup plus longue que ça, finalement, à payer ces fameuses tonnes. Ensuite, je dirais, les collectivités locales, donc d'une certaine manière, les mettre sur le marché. Au début, le marché, ça valait rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'un problème, c'était d'arriver à trouver des gens qui viennent leur chercher les tonnes sur les parkings. Sinon, ça bouchait et donc on ne pouvait plus amener de déchets. Et donc, on a aidé ces entreprises-là à faire en sorte, à prix de reprise 0. Elles les ont transformées. Ça a commencé à créer une valeur. Et on est passé d'une logique je produis, je consomme, je jette, à une logique je produis, je consomme, je recycle et je réintroduis dans le cycle de production. Quelle est votre plus belle réalisation en termes de créer un nouveau matériau de base à partir de recyclage? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Je pense que alors, quand on rentre dans ce métier-là, au début, on se dit comment ça marche vraiment. Et c'est étonnant parce que si la plus grande surprise pour moi, c'est de trouver un système qui marche avec des cultures radicalement différentes. Un recycleur, un vendeur de matériaux en métal, c'est une personnalité très particulière. L'État, les grandes administrations qui sont aussi dedans, c'est des personnalités encore une fois très particulières. Et donc ce système, je crois que la plus grande réussite, ça a été cette espèce de trait d'union, hein, qui est encore une fois très actif, hein, pour ne pas dire autre chose. Mais en tout cas, on se rassemble et on arrive à créer ça. Et je crois que chacun des matériaux a des particularités. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on peut faire du plastique sans pétrole aujourd'hui. C'est très clair. On peut faire ce qu'on a vu tout à l'heure, du fioul sans pétrole. Moi, ce que je note dans le business model de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'évolution du recyclage pour énergie, ce qui est une question, d'une certaine manière, ou de recyclage pour recréer de la matière. Moi, je pense qu'il y a un vrai sens à recréer de la matière, un vrai sens, à mettre de l'argent pour recréer de la matière et ne pas tout mettre, je dirais, forcément pour l'énergie. Je vous rappelle que le pétrole, 94% du pétrole est utilisé pour de l'énergie, hein. Donc le reste uniquement en transformation de matière, etc., etc. Et donc nous, notre vocation, c'est de refaire de la matière. Il y a là, si vous voulez que je vous donne un vrai enjeu, celui du plastique. On recycle aujourd'hui 2 résines de plastique, le PET, les bouteilles d'eau, et le PHD, les bouteilles de lait pour aller vite. Il y en a en fait 7 autres sur lesquels il n'y a pas de débouché. Donc ça veut dire qu'à la sortie des centres de tri, c'est valeur 0. Et on lance une grosse expérimentation avec 53 collectivités, 3,5 millions d'habitants, des recycleurs, de la R&D bien sûr, pour récupérer, massifier un peu, créer des tonnes, donner ça à des entreprises qui créent une activité, donc qui prennent des risques aujourd'hui, pour arriver à la faire tourner. C'est le grand enjeu qu'on a devant nous, c'est celui de recycler du plastique. À titre d'information, une tonne de plastique à recycler, c'est 900 €. Une tonne de verre, c'est 80 €. Donc vous voyez bien que les enjeux sont considérables. Et à la fin de tout ça, c'est le consommateur qui paye. Donc moi, là où j'essaye d'agir, c'est d'essayer de créer de la solvabilité dans la chaîne de production et de recyclage, pour faire en sorte que quand on entraîne quelqu'un à créer une entreprise ou à développer son entreprise sur un gisement, qu'on soit certain de pouvoir lui livrer. Là, actuellement, en France, à Lac, il y a une entreprise qui traite que des sacs plastiques. D'accord, elle a besoin de 700 tonnes par mois, on arrive à lui en donner que 150. Résultat, elle est dans le rouge, elle est en redressement judiciaire. Et donc le but est d'essayer de trouver avec les collectivités locales du sac plastique pour pouvoir faire en sorte qu'il n'aille pas à la décharge et qu'il aille autre part. Voilà. Et donc après, le calcul qu'on fait, c'est combien ça coûte que de trier ça et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ça marche. Le tri des emballages, j'aimerais bien, d'ailleurs si vous le souhaitez un jour, je pourrais vous emmener dans un centre de tri. C'est l'industrie du fruit et l'industrie de la mine qui ont dicté toute la recherche sur les machines.
Et en fait, aujourd'hui, il y a un grand paquet de déchets qui arrivent dedans, donc de la poubelle jaune, qui parfois est propre, parfois ça laisse à discuter. Et vous avez des capteurs optiques qui suivent, bien sûr, chacun de ces emballages et qui les séparent par des petits jets d'air. C'est extrêmement intéressant à voir. Et on s'aperçoit qu'à la fin, on a des flux assez propres. Et ces flux-là, ils repartent dans le cycle de production. Voilà. Alors, est-ce que ce mouvement de recycler toujours plus est vraiment irréversible? Parce que c'est un petit peu la question qu'on se pose dans ces temps de crise. Dès qu'il y a la crise, les bonnes intentions sur l'environnement, sur le sociétal, etc., ça passe un peu à la trappe. En matière de recyclage, est-ce que ça peut arriver? Je voyais dans un de vos rapports que, par exemple, sur le marché du lait, où les ventes ont plutôt tendance à stagner, voire baisser, le poids des emballages avait recommencé à augmenter, alors qu'il y avait une tendance, sinon, à la baisse, à l'éco-conception. Alors, est-ce que c'est vraiment irréversible? Et sinon, est-ce que les pouvoirs publics doivent continuer à jouer un rôle de contrainte, d'aiguillon? Enfin, quel est le rôle de cet État dans cette économie positive? Il est clé pour le cadre juridique, pour fixer les objectifs et donner aux uns et aux autres la capacité d'agir. C'est très important. Vous voyez, par exemple, si pour nous, on n'avait pas eu, entre guillemets, ce principe de pouvoir être une SA avec toute l'exigence que ça comporte, et en même temps de pouvoir faire des provisions pour charges futures non fiscalisées, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Pour les collectivités locales, l'enjeu est absolument important. On a des tarifs pour une même prestation dans des collectivités locales, parfois qui vont de 1 à 10, avec les mêmes types de milieux. Et donc l'État, je pense que les centres de tri, 273 centres de tri, à peu près une centaine, les centres de tri ne nous appartiennent pas. Il y en a une centaine qui sont complètement à revoir, parce qu'il y a des conditions sociales extrêmement... pas bonne à l'intérieur de ces centres de tri. L'automatisation n'est pas faite. Il faut 10 à 15 ans pour le faire. Comment on arrive à donner cette vision et comment à donner le cadre pour être certain que ça continue à fonctionner. Donc l'État a un rôle très important. Je ne peux pas dire, moi, qu'il ne l'ait pas assumé, car l'État est quand même, a pris cette option-là qui était quand même archi innovante. Maintenant, nous avons, je pense aussi, une responsabilité chacun vis-à-vis des coûts. Je pense qu'il faut poser des questions. Il faut vraiment poser des questions et les consommateurs, parce qu'ils sont habitants et aussi citoyens, je pense qu'ils doivent absolument poser des questions. Et sur l'éco-conception, effectivement, les bouteilles de lait remontent un peu, mais c'est pas le même type d'emballage en fait. C'est qu'il y a une modification des emballages. Et donc, pourquoi plus beau parce que les ventes baissent, donc on améliore le packaging. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un système qui va continuer à se développer. Pourquoi? D'abord, réduire ces emballages, ça diminue les charges pour les entreprises, puisqu'on paye moins de matière. La deuxième chose, c'est que pour des raisons environnementales, le consommateur maintenant s'oriente, même en temps de crise, et j'ai fait une grosse étude sur tous les pays en crise en Europe pour savoir si ça baissait le geste de tri et baissait la mobilisation sur est-ce que pour l'achat, je continue à faire attention à ce genre de choses. En Grèce, en Espagne, au Portugal, en France, ça continue à être parmi les sujets qui intéressent les consommateurs. Donc je pense que c'est irréversible. Et enfin, la dernière chose, c'est que je crois qu'il y a vraiment une activité à créer là-dessus. Le secteur des déchets ménagers, sur à peu près 15 ans, a créé 28 000 emplois. On estime que pour les plastiques, il va y en avoir pas mal de créés. Donc je pense que c'est un sujet qui va continuer à nous animer. Enfin, en tout cas, je suppose, compte tenu des résultats. Les résultats sont bons. Ils sont surtout bons sur le verre, sur le carton. L'acier et l'aluminium, ça reste un peu encore difficile. Et sur le plastique, tout reste à faire. Et alors, dernière question, au-delà de cet exemple d'éco-emballage, est-ce que ce modèle de structure d'entreprise, de financement par des contributions donc des entreprises, des liens avec la puissance publique, etc., est-ce que vous voyez d'autres secteurs où ça pourrait s'appliquer? Bien sûr. Je pense que ce qu'on a vu dans les déchets, et ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, fait que ce principe de mutualisation, ce principe d'agir ensemble, ce principe de mesurer, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs qui sont partagés. Et là-dessus, je reviens là-dessus, il faut absolument de la pédagogie. Si on n'a pas les mêmes indicateurs, on ne peut pas arriver à travailler ensemble. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être que l'État peut faire quelque chose là-dessus aussi. Finalement, ça permet de trouver des solutions. Moi, je vois un secteur dans lequel déjà ça marche, notamment grâce à l'entrepreneuriat social, c'est la santé et puis l'éducation. Et là, on a affaire à des sujets qui sont extrêmement lourds, peut-être aussi beaucoup plus déjà stratifiés dans les organisations avec les gens qui agissent. Et donc, je crois que oui, on peut, sur la santé et sur l'éducation, très clairement agir grâce à l'écologie positive, mais aussi à des systèmes comme le nôtre, qui a aussi beaucoup à apprendre de l'écologie positive. Beaucoup à apprendre. Voilà.
Donc les emballages, ça peut être un exemple, y compris pour la santé, pour les malades. Je ne sais pas si les emballages peuvent être un exemple. Les emballages, en tout cas, se réforment, continuent à se réformer. Je crois ce qui est un exemple, c'est à un moment donné de dire on peut, avec une entreprise privée, concourir à l'intérêt général. Ça, c'est un débat de société aussi. Il y a pas mal de remises en question de ça. Est-ce qu'une entreprise a le droit ou on va la laisser faire, entre guillemets, de l'intérêt général? Et ça, c'est ma conclusion. C'est vraiment d'essayer de militer pour montrer qu'il y a des possibilités. Vous savez, quand on regarde les études, notamment du Crédoc et autres, l'entreprise a 20% de crédibilité pour s'occuper d'intérêt général vis-à-vis de l'opinion. L'État à peu près 50 et les associations 70. Donc la démarche entrepreneuriale, à mon avis, est une démarche qui à mon avis, est une des grandes solutions pour régler ces problèmes. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie tous. Merci à vous. Merci.